Voilà un plaisir, chers amis téléspectateurs, habitants et du Congo central et partout dans le monde entier où vous allez suivre cette émission. Nous voici, nous, une équipe de journalistes et des 4 organes de presse. Et à ma droite, il s'agit de Pacifique Mwanda, rédacteur en chef à Ma Bannière Télévision. Donc actuellement, c'est Ecopolis Télévision. Et moi-même, c'est Eli Paul Fouti, directeur des programmes à la RTA. À ma gauche, il s'agit de Madame Rebecca Ntumba, directrice générale de Info Plus Congo. Et à l'extrême gauche, il s'agit de notre confrère Rigen Tiese, directeur général de Congo Média. Nous sommes en face de l'honorable Babi Vangu Kisongo, sénateur élu du Congo central. Alors, d'entrée de jeu, sans pourtant tarder, salut honorable. Salut. Et nous remarquons votre présence ici au Congo central. Nous voulons savoir quel est l'objet de votre présence. Comme vous venez de faire la présentation, là, vous avez dit que je suis un honorable sénateur. Et je pense que si vous analysez bien les calendriers des travaux parlementaires, vous allez vous rendre compte que durant cette période, on est en vacances parlementaires. Au niveau du Parlement national, ces vacances-là courent pour la session qui vient de se clôturer du 15 juin au 15 septembre. Donc, comme les parlementaires ont l'obligation de séjourner au moins un mois durant les 30 jours qui sont impartis pour ces vacances, moi j'ai choisi cette période déjà pour venir faire mes premières activités, recueillir les premières données qui vont faire l'objet de mon rapport que je vais transmettre au Sénat. Alors, en marge de cette exigence-là constitutionnelle et réglementaire, je devais aussi faire des activités dans les cadres, animer des activités dans les cadres de ma fondation, la fondation Jean-Marie Vangu Kisongo. Donc j'avais prévu une activité les samedis passés, samedi 28, hein? 28. Et puis une autre activité le lundi 30 juin. C'est l'activité qui a été reportée pour des raisons évidentes que vous connaissez. D'accord, monsieur Babi Vangu. C'est vrai que vous êtes ici pour vos vacances parlementaires. Parlez-nous un peu de vos activités qui étaient prévues le week-end dernier, mais qui ont été reportées s'inédit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas le dire, parce que moi-même aussi j'ai subi quelque chose que je n'ai pas vu venir. J'ai prévu de longue date, dans le cadre de mes vacances parlementaires, d'organiser une rencontre sportive à Sekebanza entre deux équipes, des grandes équipes de la place. Et nous avons pensé que le 30 juin était le jour indiqué, étant donné que c'était la fête, l'accession de notre pays à son indépendance, à sa souveraineté internationale. Donc c'était un jour où on pouvait, à travers cette activité, encadrer la jeunesse de la cité de Sekebanza. Je suis arrivé ici à Matadi, je suis arrivé, je pense, le 24, avec un groupe de sénateurs, mes collègues qui sont venus m'accompagner. Ils voulaient aussi visiter la province. En même temps aussi, ça fait partie des vacances parlementaires parce que le mandat du sénateur est territorial. Alors donc, on est arrivé avec eux. J'ai arrangé une première activité. Mais 2 jours après, il y a un message phonique signé par le gouverneur de province qui arguant qu'il y aurait risque d'altercation entre une autre activité qui devait être présentée, au fait effectuée les mêmes jours, et mon activité. Bon, on était quand même assez étonnés parce que la nature des deux activités étant très différentes, il y avait un atelier de réflexion qui devait se faire normalement dans une salle et une activité sportive, un match qui devait se faire dans un terrain de football. Nous n'avons pas compris la rationalité qui a sous-tendu cette décision, que nous avons par ailleurs trouvé malheureux. Nous avons pris le temps de dénoncer cette attitude auprès de la hiérarchie au niveau de Kinshasa. Donc nous pensons qu'à la rentrée parlementaire prochaine,
nous allons soulever cette question pour que pareil incident n'arrive plus, parce qu'on ne peut pas entraver les activités d'un parlementaire qui est en vacances. C'est quand même une insuffisance très grave. Merci honorable. Nous avons suivi avec attention sur le Voix des Ondes la sortie médiatique de l'actuel président de l'Assemblée qui fustigeait qu'un groupe de fils Congo et filles Congo basés à Kinshasa et qui constitue un blocage dans les décaissements des différents fonds. Donc là, je parle de la rétrocession. Et puis, une baisse de l'enveloppe de cette rétrocession de 3 milliards lorsque vous étiez ministre des Finances et actuellement, c'est 410 millions. Alors, en tant qu'acteur politique, que pensez-vous? Bon, j'ai suivi aussi, comme vous tous, la sortie du président de l'Assemblée. Je ne sais pas les données dont il dispose, où est-ce qu'il les a eues, mais ce que moi je sais, et ce qui correspond à la réalité, c'est que la rétrocession, c'est une question globale. C'est une question qui concerne toutes les provinces. Lorsqu'on liquide, on les liquide pour toutes les provinces. On fait seulement une distinction. Je vais vous montrer les documents que j'ai ici. Vous verrez qu'on va écrire fonctionnement pour les provinces non démembrées. Donc on distingue une enveloppe globale pour les provinces qui ont fait l'objet de démembrement et ceux qui sont restés intacts comme le nôtre. Les documents que j'ai en ma possession, que je vais partager avec vous autres pour édifier les citoyens, édifier la masse, a fait déjà cette distinction. Donc, il n'existerait pas, à mon avis, de manière logique, avec toute l'expérience que j'ai en matière de finances, parce que j'ai travaillé d'abord au niveau central, des individus qui peuvent bloquer une dépense qui concerne toutes les provinces, à moins qu'ils aient cette capacité, parce qu'ils bloquent pour une province, c'est qu'ils ont bloqué pour l'ensemble des provinces, ce qui n'est pas réaliste. Ce qui n'est pas réaliste, mais je pense que vous êtes sur place à Matadi, vous prendrez le temps de voir, peut-être de réinterroger le président de l'Assemblée, va vous dire où est-ce qu'il a tiré ces informations. En ce qui concerne les chiffres aussi m'a laissé quand même assez hébété, assez éberlué, parce que moi j'étais ministre des Finances, le ministre des Finances est dépositaire des chiffres. Tous les chiffres qui se trouvent dans les budgets, c'est lui, en connivence avec, en intelligence avec son ministre du budget, avec son collègue du budget qui le font. Moi j'avais les deux portefeuilles. Donc, à cette époque-là, la province, lorsqu'on est arrivé en juin 2022, on nous a investi, je pense, le 26. La première rétrocession l'a eu vers le mois d'octobre. Je pense c'était le fonctionnement. On nous a octroyé 820 et quelques millions. C'est au mois de février que l'enveloppe a évolué de 800 millions vers 1 milliard 100 et quelques. C'est ce que nous avions perçu. Et c'est ce que nous avons perçu jusqu'à la fin de notre mandat. Mais il y avait de tout, je vais vous donner des précisions. Des mois où on n'a pas eu à recevoir cette rétrocession. Mais de quoi déjà on parle? Quand j'ai suivi l'interview, quand on parle de rétrocession, la rétrocession c'est pas un montant, c'est un agrégat. En fait, un montant qui a plusieurs composantes à l'intérieur. On dit que le fonctionnement c'était 3 milliards. Nous on touchait 3 milliards et aujourd'hui le gouvernement actuel ne touche que 410 millions. Mais la rétrocession a des composantes à l'intérieur. Quand vous dites rétrocession, vous devez parler, entendre le fonctionnement. Le fonctionnement, les investissements et la rémunération transférée. Le fonctionnement est triple. Fonctionnement de l'Assemblée provinciale. À l'époque, c'était 700 et quelques millions quand on était là. Fonctionnement du gouvernement provincial. 800 et quelques, c'est passé à 1 milliard. Et puis, le fonctionnement des ETD, 500 et quelques millions. Après, vous avez la rémunération, vous avez les investissements. Les investissements, c'était 410 millions.
ça correspond exactement aux chiffres que le président de l'Assemblée provinciale a exhibé. Ça ne peut pas être du fonctionnement. Le fonctionnement est passé à notre époque d'1 milliard de 800 millions à 1 milliard 117 000 exactement. Et que les chiffres de 410 millions, nous aussi on en a bénéficié comme appui pour les investissements. Je vais vous donner aussi les documents, vous allez voir que ça correspondait à notre époque. On avait aussi 410 millions et les différentes ajustements, vous allez voir. Donc déjà lorsqu'on fait une discussion, lorsqu'on est en train de discuter sur les concepts, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur leur contenu. On ne peut pas dire qu'il y avait 3 milliards de rétrocessions. Pas 3 milliards de rétrocessions. C'était quoi dans les affectations, dans la clé de répartition? Ces 3 milliards représentaient quoi? Parce que la rétrocession est triple. Il y a le fonctionnement, la rémunération transférée et les investissements. Maintenant, la rémunération transférée qui est la troisième dimension, c'est pour les secteurs pour lesquels les compétences ont été transférées en province. Donc il y a les PSP, il y a la santé, il y a le développement rural et il y a l'agriculture. Kinshasa paye, fait une rémunération transférée au fait prendre en charge tous ces secteurs directement. Là, le gouvernement ne les touche même pas. Donc les déclarations, en tout cas il est libre de les faire, mais par rapport à votre question que vous m'avez posée, par rapport à mon vécu comme ancien ministre des Finances et du Budget, par rapport à tout ce que j'ai comme connaissance et expérience au niveau de la chaîne de la dépense à Kinshasa, en tout cas, ce sont des déclarations qui ne correspondent pas à la vérité, ni à la réalité. Et vous receviez 1 200 000 $ par mois, alors que le gouvernement actuel touche que 150 000 $ américains mensuellement. Qu'est-ce que vous en dites? Là, c'est la première question et je vais enchaîner directement la deuxième question. Vous représentez la province du Congo central au niveau national, vous êtes sénateur. Est-ce que par rapport à ce qui se passe dans d'autres provinces, il y a l'aéroport de la Luano, à Lubumbashi, est-ce que nous avons vu dernièrement avec Mme Fifi Masuka Saini, mais notre aéroport de Nchipi, jusque-là, abandonné à son triste sort, est-ce qu'avez-vous déjà mené des lobbying pour que nous ayons du moins ne serait-ce que la réhabilitation ou sinon la construction de la route Chimpi? Merci. Merci pour ces deux questions qui sont très pertinentes. Je suis vraiment heureux que vous ayez ces réflexes de poser des questions aussi importantes. D'entrée de jeu, je corrige d'abord, s'il ne s'agit pas de la redevance pétrolière, mais il s'agit des recettes pétrolières. Ça, c'est une erreur qui se glisse dans notre langage. Tout le monde parle de redevances. Il ne s'agit pas des redevances, il s'agit de la recette pétrolière qui est établie sur la base de l'article 221 de la loi 10/010 du 13 juillet 2010 relative aux finances publiques. L'alinéa 2 de cet article-là dit ceci. S'agissant des recettes pétrolières inclus dans la catégorie B, donc inclus dans les recettes de la catégorie B, parce que vous savez qu'il y a deux catégories de recettes, catégorie A et catégorie B. Là, ce sont les dispositions des articles 218 à, je pense, à 220 déjà qui fait les distinguos. Donc on dit, s'agissant des recettes pétrolières inclus dans la catégorie B, une allocation de 10% de la part revenant aux provinces est allouée à la province productrice pour réparer les dommages qui, au fait, dus à l'exploitation. Donc, le fondement est là. C'est une recette qui est née d'une disposition légale. Ce n'est pas nomenclaturé, c'est ainsi que ça ne peut pas avoir le nom des redevances. Parce que ce n'est pas nomenclaturé, c'est une recette qui revient à la province en tant que gouvernement. Ce n'est pas une recette qui relève de la DGRKC. Quoique, dans l'encadrement, c'est la DGRKC qui intervient. Parce qu'il y avait une absence d'un mécanisme, un dispositif, lorsqu'on était en train de négocier. Négocier cette recette à Kinshasa avec les autorités de l'époque. Parce que cette recette-là, c'est
c'est parmi les actifs du gouvernement sortant. Comme les autres gouvernements, ils ont eu aussi des actifs. On dira que le Vembatch a instauré la taxe de débarquement, embarquement. Le Vetsasadi Toumba, c'est lui qui était à l'origine du péage. Nous, on a été à l'origine de cette recette. Donc voilà. Alors, 10% de la part revenant aux provinces est allouée à la province productrice, notamment pour réparer les dommages dus à l'exploitation. La part revenant aux provinces, c'est 40%. Or, on dit 10% de la part revenant aux provinces, donc vous prenez 10% divisé par 40% divisé par 10, ça vous donne 4%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la part que Perenco et compagnie, parce que Perenco est associé à 4 compagnies, mais c'est Perenco qui est l'interface du gouvernement central et c'est elle aussi en tant que société qui est interface de la province depuis la signature de cet arrêté interministériel. Parce qu'il y a un arrêté interministériel qui institue les dispositifs et les principes de la mise à disposition par Perenco de cette somme d'argent à la province. Donc, Perenco devrait au fait transférer à Kinshasa cette somme dans sa totalité. Mais avec la prise de cet arrêté-là, le gouvernement central lui dit, sur les 100% que tu transfères ici, soustrais 4%, garde avec toi et transfère à la province. Au fait, c'est ça les principes. Maintenant, quand on entre dans le contenu, cette recette-là dépend des déterminants. C'est ces déterminants-là qui font qu'on ne pouvait pas avoir des quantités mensuelles identiques. Là, je réponds maintenant quand on dit qu'on avait 1 200 000. Donc, d'entrée de jeu, c'est faux. Je ne sais pas les chiffres viennent d'où, mais son auteur est là et sur place. Je sais que vous n'aurez pas difficile à le voir un jour parce que vous êtes de la presse. Reposez-lui la question, dites que voilà ce que l'honorable sénateur Vango dit. Les déterminants, c'est quoi? C'est la production. Donc la quantité produite, de la quantité produite dépend le volume des ressources qui sera transféré à la province. De deux, les volumes des exportations. Si ces gens-là n'exportent pas, ces mois, il y a des mois où ils n'exportent pas. Mais vous voulez que quand ils n'exportent pas, ils vous donnent les mêmes montants qui soient identiques. Et puis le 3, c'est le cours mondial du baril. Les barils fluctuent. Il y a des tensions au Moyen-Orient aujourd'hui, vous êtes en train de suivre. Donc si les barils, les prix montent, ou dans les périodes où il y a calmie, il n'y a pas de tensions dans les pétromonarchies du Golfe ainsi que d'autres États qui sont producteurs du pétrole, les prix baissent. Quand les prix baissent là-bas, c'est clair, le volume ici aussi qu'ils ont exporté sera en fait affecté par les prix du baril. Donc ça veut dire que automatiquement on va se retrouver avec un prix, au fait avec un montant qui sera moindre et différent du montant qu'on a eu les mois suivants. Ensuite, c'est la saisonnalité des activités de ces pétroliers producteurs. Ces pétroliers producteurs ne travaillent que 9 mois sur 12 parce que les 3 mois, ce sont les mois qui sont dédiés à l'entretien des machines. Donc c'est impossible que vous ayez des quantités identiques chaque mois parce que ces paramètres-là modifient les montants chaque année. Alors, c'est quoi alors le contenu au-delà? Les 4% là ne s'appliquent que sur, je pense, 4 taxes. Des mémoires, c'est l'impôt sur les bénéfices. Donc on impose sur l'impôt sur les bénéfices réalisés par ces entreprises. On impose la marge bénéficiaire. On impose la taxe sur la participation. Il y a une taxe qu'on prélève sur la participation. On impose les royalties et on impose les dividendes. Je vais vous donner un exemple. Les dividendes ne se payent qu'annuellement. Les dividendes ne se payent qu'une année après. Donc si on vous paye vers les mois de mars et avril, il faut attendre encore une année.
les quotités ne peuvent pas être identiques. En tout cas, ces chiffres-là, son notaire sait d'où il les sort, mais comme je l'ai dit toujours, non conforme à la réalité et à la vérité. Vous nous avez dit, vous nous avez dit qu'on puisse rencontrer l'auteur. C'est une façon de parler. C'est pour dire que le jour où vous aurez l'occasion d'échanger avec lui, si naturellement ça sera sur les questions de gestion de la province et concernant cet aspect-là, il faut relever ce que nous avons dit aujourd'hui. Absolument. Nous avons décortiqué l'ensemble. Ce que je vous ai dit au départ, il faut qu'on sache déjà de quoi on parle. Si on n'est pas en phase en ce qui concerne les concepts sur lesquels on veut échanger, en tout cas ce n'est que clair, nos compréhensions seront divergentes. Absolument. Mais j'allais juste te demander aussi, parce que ici vous nous dites, ce que vous dites aussi, c'est vrai, vous étiez là, mais il n'y a pas de preuve. Oui. Il peut aussi nous dire, est-ce qu'il vous a donné un document qui atteste ce qu'il vous avait aussi dit. C'est vrai qu'on doit fier à ce que vous dites parce que vous étiez là. Il n'y a pas de souci, on va mettre à votre disposition les documents. Je pense les retrouver dans mes archives. Je les mettrai aussi à votre disposition. La deuxième question, oui, c'est clair. Vous avez dit que l'aéroport, c'est vrai qu'une province comme Congo Central, c'est une grande province, non de moindre. Avoir l'aéroport, je suis venu par avion. L'aéroport qu'on a, j'étais au Lualaba avec le président du Sénat, parce que je suis le président de toute une commission sénatoriale, la commission qui s'occupe des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées. Donc c'est à ce titre-là que je prends part aux conférences des présidents, des gouverneurs qui se passent un peu partout. J'étais à Kalemi, dernièrement dans les Lualaba j'étais là et prochainement je ne sais pas, ça sera peut-être au Congo Central, j'y serai aussi. Donc nous sommes descendus à l'aéroport, on a vu à côté qu'on construisait encore un aéroport imposant. Donc nous avons besoin d'avoir aussi des infrastructures pareilles. Mais bon, quand vous comparez, comparaison n'a pas raison. C'est le gouvernement qui doit faire ses démarches, monter son projet et trouver les financements. Chaque province n'a pas la même capacité fiscale, n'a pas les mêmes capacités économiques. La province du Congo central, c'est quand même parmi les provinces qui sont nantis, mais pas assez comme les Katanga, les Haut-Katanga et Lualaba. Lualaba, son économie repose sur une rente, c'est la rente minière. Donc la capacité que cette province a à lever les fonds sont phénoménales. Parce que toutes les banques qui sont là voient quelle est la volumétrie des montants que la province encadre. Parce que cette province-là, on compte là-bas, c'est plus de 600 entreprises minières, cœur de l'économie de cette province. C'est ainsi qu'ils ont la facilité de demander des crédits un peu partout. Donc c'est au gouvernement de voir, au gouvernement au niveau central, au niveau provincial de voir. Si au niveau provincial on n'a pas la capacité, on ne dit pas qu'on doit faire l'aéroport identiquement comme dans les Lualaba. On va faire quand même des infrastructures aéroportuaires qui soient dignes de notre province. Donc sinon, il faut envisager, voir dans quelle mesure est-ce que ça peut se faire sur transfert sur investissement qui vient du pouvoir central. Là, c'est le pouvoir central qui s'engage et qui finance ces investissements à partir de son budget inscrit dans les chapitres dédiés au ministère des Infrastructures. Donc voilà, j'ai ouï dire qu'il y avait une décision pareille qui a été prise au niveau du Conseil des ministres. On va aller fouiller pour savoir qu'en est-il au juste, mais je n'ai pas une information vraiment précise sur ça. Donc voilà comment les montages se font pour avoir ce genre d'infrastructures. Dans les Lualaba, aujourd'hui, s'ils disent qu'ils ont besoin de 100 millions, les banques vont leur donner les 100 millions. Le Congo central n'a pas cette capacité, que personne ne vous trompe, n'a pas la capacité d'absorber une telle dette en un temps, au moins qu'on l'échelonne c'est 40 ans ou 50 ans. Et c'est le fardeau de la dette qu'on va transférer aux générations futures. Ce n'est pas bon pour l'avenir de nos enfants et de nos petits frères qui viendront demain. Mais permettez, honorable, si je dois peut-être faire un recul, par rapport aux chiffres que vous avez abordés, la saisonnalité sur les différents quotités, pourquoi seulement après votre départ qu'il y a chute
selon les informations de distribution. Pourquoi seulement après votre départ? Est-ce qu'on n'affirme pas cette hypothèse qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de Kinshasa? Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible, pourquoi? Parce que Perenco est détenteur de 100% du montant au titre de l'exploitation pétrolière qu'elle transfère à Kinshasa. Maintenant, l'arrêté interministériel pris en son temps entre le ministre des Finances et le ministre du Budget, reconnaissant les 4% de la province productrice. Parce que la province productrice, pour l'instant, ce n'est que Congo central. Mais il y a des provinces potentiellement pétrolières, notamment les provinces de l'Est. Le jour où ces provinces-là entreront dans la phase d'exploitation, automatiquement cet arrêté leur sera aussi appliqué. Donc ce n'est pas une question qui ne concerne que le Congo central. Provisoirement, oui, parce que nous sommes la seule province qui est en phase d'exploitation. Donc ces gens-là, quand l'argent arrive, ils mobilisent cet argent pour envoyer à Kinshasa, c'est 100%. Mais tous les documents, les formulaires, parce que c'est la DGRKC qui ordonnance pour le compte de la province. Dans les formulaires, c'est bien indiqué. 100% du montant, vous venez là en bas, sous total 96% pour le pouvoir central, 4% pour la province. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le fait d'une personne. Ça ne peut être le fait de la conjoncture. Ça ne peut pas être le fait d'une personne. De toutes les façons, la province est là, c'est une ressource pour elle. Si elle pense qu'il y a une baisse, elle diligente une mission. C'est tout pour que la mission ait fait la lumière. Peut-être que là-bas, on va dire que non, il y a des gens qui viennent nous dire que nous, on avait la bonne volonté de donner tout l'argent et ils nous disent de ne pas donner. On saura la vérité. Voilà. Honorable sénateur Babi, ça se raconte que pendant que vous étiez ministre provincial en charge de finances et budget, la province ou le gouvernement provincial aurait perçu une somme de 9 millions de dollars pour le compte de recettes pétrolières, mais jusqu'à ces jours, l'utilisation n'a pas été retracée. Comment réagissez-vous? Bon, il faut qu'on reste courtois, mais sinon j'allais dire que c'est risible comme question, parce que les gens pensent de cette manière-là, c'est quand même assez étonnant. Pourquoi? Parce que les recettes pétrolières qu'on percevait étaient logées dans un compte. Ce compte est ouvert en les livres de la BGFI, banque. Et d'après mes informations, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais délocalisé ce compte. Mais nous sommes... aujourd'hui, c'est l'ère du numérique. Faites une requête, que les autorités fassent une requête à la BGFI Banque. On dit retracez-nous entre telle période et telle. Nous, on a commencé le 22. En fait, la recette a commencé au mois de mai 2023. Je pense que la remise et reprise, c'était au mois de juillet 2024. De juin à juillet 2024. Retracez-nous les utilisations de ces fonds. Vous allez voir les utilisations de ces fonds. Mais maintenant, par principe déjà, les recettes pétrolières, on a dit notamment. Donc ça veut dire notamment pour réparer. Une partie doit aller à la réparation. Des dommages environnementaux causés du fait de l'exploitation. Quand on dit notamment, ça veut dire entre autres. Donc une autre partie, ce sont les dépenses classiques avec 3 destinations. Vous pouvez renforcer les dépenses avec, vous pouvez renforcer les investissements et vous pouvez aussi l'utiliser pour les dépenses d'intervention. Voilà, c'est les 3. Donc, il suffit aux autorités actuelles d'interroger la banque pour voir ces destinations-là. Tout est tracé. Les banques ont une mémoire presque ineffaçable. Donc voilà la réponse que j'ai. Merci. Revenons un peu en arrière par rapport à votre séjour au Lualaba pendant la conférence des gouverneurs. Oui. Comparaison n'est pas raison, mais les habitants du Congo central n'ont pas manqué de comparer le Lualaba à leur province. Oui. Et plusieurs ont dit, mais pourquoi ce qui s'est fait là-bas ne peut pas se faire aussi ici chez nous? Bon, ceux qui sont éclairés ont dit que on n'a pas, ils ont avancé des raisons comme vous avez dit tout à l'heure. On n'a pas les mêmes ressources que les lois là-bas. Mais d'autres ont dit ceci.
Bon, c'est vrai, on n'a pas les mêmes ressources que les là-bas, mais ce qui est sûr, Kinshasa rafle toujours la part de Lyon sur ce qui est produit au Congo central. Donc, selon quelques observateurs avertis, la province ne profite pas comme il faut à ses ressources. Comment réagissez-vous en tant que sénateur? Bon, vous voyez, la décentralisation a apporté quand même un certain nombre je peux dire quoi, un certain nombre de mécanismes. Hein? Donc, on a donné un certain nombre de pouvoirs aux provinces, en ce compris des pouvoirs fiscaux. Ça veut dire quoi? Les provinces peuvent, sous réserve de ce que la nomenclature leur autorise, de percevoir certains impôts locaux, certaines redevances, certaines taxes et certains droits. Alors, en deuxième lieu, il est positionné, pas une possibilité, une obligation que ces provinces-là s'abreuvent à la source, ça c'est la Constitution, pour avoir leurs moyens. Parce que la rétrocession, là, c'est un terme qui est venu bien après. Parce que c'est la retenue à la source que les constituants ont consacré. Ouais. Donc, troisièmement, il y a un autre levier, c'est l'endettement. On permet aux provinces de s'endetter. Mais il y a des restrictions là, parce que toutes les provinces violent cette disposition. Peut-être on en reviendra plus tard. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour la rétrocession, on a du mal. Parce que si on nous rétrocède 40% des recettes qu'on mobilise, parce qu'on est la troisième province, troisième ou quatrième, en termes de capacités de collecte des ressources étatiques. Si on nous rétrocède 40%, on sera quand même assez à même de réaliser un certain nombre de projets. Mais malheureusement, c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est plus de 20 ans de combat. Tous les gouvernements qui se sont passés, tous les gouvernements provinciaux se sont ligués même à l'époque, les assemblées provinciales pour exiger. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas jusque-là. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Et là-bas, c'est rabat sur ses ressources propres. Ce n'est pas la rétrocession qui construit là-bas, ce sont leurs ressources. Ils sont nantis en tant que province. Et le là-bas est nanti et s'appuie sur ça. Ce que le Congo central doit faire, c'est mettre l'intelligence nécessaire aussi pour développer, au fait, agrandir son assiette sur place. Parce que la question sur la rétrocession ne trouvera pas solution demain ou après-demain. C'est une question de longue haleine. Ce n'est pas seulement la rétrocession. Il y a une ressource que j'ai oubliée à la fin, à côté de l'emprunt. Il y a la caisse nationale de péréquation. Cette question, on en a débattu plusieurs fois au niveau du Sénat, parce qu'on a tour à tour invité les DG de la caisse elle-même, la caisse de péréquation, les DG de la caisse, et on a invité les ministres des Finances pour débattre. Parce que je dois vous informer qu'il y a plusieurs anciens gouverneurs qui sont sénateurs. Moi-même, j'étais ministre des Finances aussi, je suis sénateur. Ce sont des questions qui nous tiennent à cœur. Parce qu'on est resté là. Les 12 derniers mois de notre mandat ici, on n'a pas reçu de rétrocession. Mais jusque-là, on n'a pas nommé la personne qui a bloqué ces rétrocessions. On n'a pas eu, on s'est débrouillé à notre façon, parce que, en principe, quand vous êtes autorité, quand vous êtes animateur, quand vous êtes investi d'un pouvoir public, il ne faut pas se plaindre, il faut agir, il faut trouver des solutions. Donc c'est ça. C'est différent. Et là, ben nanti, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins vrai que si la province aussi s'investit, comme j'ai dit, et met les intelligences en face, c'est une province potentiellement riche, même en termes seulement des taxes. Tout dépend de la manière dont on peut s'arranger pour les exploiter. Le champ est libre. J'étais là comme ministre des Finances et du Budget. C'est à ce titre-là que je vous parle. Honorable, il y a toujours, comme vous étiez ministre des Finances, on va plus parler des finances de la province. Il y a également une autre question qu'on vous impute, c'est la question de 6 millions de dollars que le gouvernement provincial, l'ancien gouvernement provincial, aurait emprunté au niveau d'une banque de la place. Mais cet argent
n'a servi à rien. Que répondez-vous par rapport à ces accusations et c'est quoi la vraie information par rapport à ces dossiers? C'est que les dossiers de 6 millions, je suis heureux que vous me posez la question, parce qu'à l'époque, je pense qu'il était rare, je ne me prononçais pas sur ça. Exactement. Parce que la plus grande qualité d'un financier, c'est la discrétion. Un financier ne parle pas. Bon, là aujourd'hui, avec un peu de recul, ça fait plus d'une année qu'on n'est plus là. Pour les besoins de mémoire et besoins d'histoire, hein, on peut en parler. On peut en parler librement aujourd'hui. Je pense que le débat est déjà dépassionné. On les prendra plus avec rationalité parce qu'on est sorti des zones émotionnelles. Donc, premièrement, il faudrait déjà corriger le fait que la province, à l'époque, le gouvernement n'a pas perçu 6 millions de dollars. Le gouvernement a perçu 2,5 millions de dollars consignés dans la convention signée entre elle et Equity Bank. Parce que c'était auprès d'Equity Bank que la province a souscrit cet emprunt, couvert par une autorisation de l'Assemblée provinciale en son temps, dirigée par les doyens Jean-Claude Wemba. Mais pourquoi est-ce que les 6 millions persistent dans la mémoire collective? Et pourquoi est-ce que les autres, les personnes malveillantes veulent instrumentaliser? Parce que lorsque nous on a demandé, la banque nous a dit, le gouvernement voulait avoir 5 millions. La banque dit non, on va vous donner d'abord une première tranche de 2,5. Après, quand la tranche sera absorbée, on mettra à votre disposition une autre tranche de 2,5. Alors, nous on a expliqué à l'Assemblée, quand le président de l'époque a parlé avec le gouverneur dit bon, le président de l'Assemblée dit alors, pour que vous ne reveniez plus auprès de nous après avoir épuisé la quotité, on vous fait une marge de 6 millions. Comme ça, lorsque les 6 millions, les 5 millions, les 2,5 millions seront absorbés, c'est avec la même autorisation. Parce que vous aurez encore une marge que vous allez utiliser. Mais c'est abusivement que les gens parlent de 6 millions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place à l'époque. J'étais fin mandat, j'étais en train de partir. On a mis tous les dossiers à leur disposition. Ils ont fait une réquisition d'informations auprès de la banque et la banque a mis à leur disposition et la convention avec les montants de 2,5. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces montants-là de 6 millions persistent. Je ne sais pas. Donc la vérité c'est ça. Et les 6 millions étaient empruntés pourquoi? C'est écrit aussi dans la convention. C'était par rapport à une dette que la province aurait contractée auprès d'une société qu'on appelle TOA. TOA a fait un certain nombre de travaux au Congo central notamment, en Banzango sous l'époque du gouverneur Atou. Donc il a bétonné des routes et tout. Mais maintenant TOA a fait quoi? Il fait du préfinancement. Donc vous entendez avec lui, lui préfinance. Mais vous payez mensuellement un montant convenu avec lui. Vous payez ce montant. Quand nous on est arrivé, le gouvernement sortant avait des difficultés. Donc il y a eu des échéances qui n'ont pas été payées. Alors, le temps qu'on s'installe, l'entreprise continue à décompter et il a voulu même qu'on puisse, lui donner des intérêts moratoires. Parce que dans les contrats qu'ils avaient signés, il y avait une clause qui disait que les 5 du mois, suivant les mois concernés par les paiements, si à ces dates-là on ne paye pas, on vous frappe de 1%. 1% calculé sur la quantité à payer. Ouais, donc tout ça s'est accumulé. Alors donc, le gouvernement de l'époque a négocié avec ces gens-là pour déjà qu'on revoie les quantités qui étaient de 560 000 $ le mois. Qu'on rabaisse à la moitié en 250 280 000. Alors la province a dit, le temps qu'on s'organise, on va souscrire un emprunt pour vous libérer. La partie que vous avez déjà engagée parce que c'était un montant de près de 8 millions de $. Mais eux, ils avaient déjà exécuté pour 3 millions de $. Donc, le gouverneur a dit qu'à l'époque, vous pouvez continuer les travaux
cherchons d'abord un moyen d'éponger. C'était une partie. Une autre partie, c'était pour renforcer un certain nombre de travaux en ce qui concernait les éclairages publics et tout. Et une autre partie, au fait, il y avait 2 500 000. On a eu 1,1 et puis 1,1 pour renforcer la trésorerie. C'était à l'intérieur. C'était les 3 rubriques. C'est pourquoi nous, mais on a eu des malentendus avec Tour. Ce qui a fait que les paiements se sont estompés. Et comme la banque continue, nous, à nous décompter des intérêts, parce que le gouverneur a dit le temps qu'on puisse retrouver, se retrouver avec ses amis, là, convenir avec eux, je pense que la province ne peut pas s'arrêter. Donc les dépenses ont été affectées à d'autres rubriques liées aux investissements. Et la commission qui s'est penchée sur les 8 millions, là, il y a la commission qui s'est penchée, et sur les 8 ou 9 millions qu'on a pris, et sur les 6 millions, la commission a toute la documentation. C'est curieux quand même, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu les rapports de cette commission-là, pour voir que ces dépenses-là n'ont pas été, ces fonds-là n'ont pas été détournés, parce que tout est tracé ici. Donc voilà la petite histoire, pour ceux qui veulent savoir la vérité. Honorable, vous êtes en vacances parlementaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir du travail abattu jusque-là par les sénateurs du Congo central au niveau du Sénat? Bon, comme je l'ai dit, la question pour laquelle nous sommes attendus ici, c'est la question des financements. Bon, on parle de la rétrocession, mais c'est réducteur que de parler de la rétrocession, la grande problématique sur laquelle moi, particulièrement, je me bats. Je ne parle pas au nom de mes collègues, parce qu'ils seront aussi en vacances parlementaires ici. Ils pourront le faire aussi chez d'autres, certains de vos confrères là où ils seront. Peut-être qu'ils seront aussi à Matadi, vous aurez l'occasion de le voir. C'est les mécanismes tout entiers de la décentralisation qui pose problème. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on mette en place des entités infranationales. Or, ces entités infranationales, lorsqu'on les crée, qu'elles soient décentralisées ou régionalisées, parce que la province est une entité régionalisée, ce sont les 4 ZTD qui sont décentralisés. Les critères les plus déterminants, c'est leur capacité à disposer des ressources. Mais si vous ne mettez pas à la disposition de ces provinces-là toutes les ressources qui ont été prévues par les différentes lois qui existent, donc les lois spécifiques sur la décentralisation, la Constitution elle-même, la norme suprême a déjà statué sur ça, la loi relative aux finances publiques aussi statue sur ça. Ce sont ces ressources-là, les manques de ces ressources qui fait aujourd'hui que d'autres provinces ne savent même pas comment se débrouiller. Il y a des ministres qui se promènent en vélo, moto, vélo aussi. Pourquoi? Parce que les provinces se financent de 5 manières, je pense. La première, c'est la rétrocession qui doit venir de Kinshasa. Retenir à la source, transformer en rétrocession. Deuxième, les ressources propres. Les ressources propres dont ils disposent en vertu des pouvoirs fiscaux qui leur ont été transférés. Troisièmement, ils ont l'emprunt. Quatrièmement, ils ont la péréquation. Cinquièmement, ils peuvent bénéficier des ressources extérieures à travers des partenaires financiers, techniques et financiers. Bon, là, si ça dépend des partenaires, c'est un peu exogène. Mais quand on voit les ressources endogènes, ce qui vient de l'intérieur, tous ces mécanismes ont failli. Les articles 218 à 222 de la LOFI énumèrent tous les énumèrent l'éventail des ressources que la province, dont les provinces ont droit, et déterminent même les mécanismes. Donc, nous, notre combat, c'est ça. On se bat sur ça. La dernière fois, quand on a interpellé, pas interpellé, mais invité les ministres, parce que c'était une question orale avec débat, les ministres des Finances, on a convenu qu'à la fin de ce semestre,
on devait commencer la première expérimentation de la péréquation, qui va commencer par d'abord un forum auquel on prendra part. Moi, je prendrai part particulièrement par rapport à ma position comme président de la commission qui se charge des institutions provinciales et des ETD. Donc avec mon collègue de l'ECOFIN, on sera les têtes de gondole de ces forums-là pour voir dans quelle mesure on peut commencer ces mécanismes et voir comment lever toutes ces hypothèques. Parce que la Caisse nationale de péréquation existe aujourd'hui, mais on n'a jamais mis à sa disposition les 10% en question pour qu'elle aussi puisse répercuter. On avait senti qu'il y avait des problèmes entre le ministère des Finances d'une part et la Caisse de péréquation. Donc on est en train de travailler. Pour moi, c'est ça le plus grand travail pour les provinces. Parce que si elles ont les ressources aujourd'hui, on ne va pas envier d'autres provinces comme on est en train de le faire aujourd'hui. Merci honorable, aujourd'hui sénateur, meilleur ministre des Finances et des Budgets. Alors certaines langues pensent que votre budget à l'époque n'était pas réaliste et fiable du fait que la réduction des comptes 2023 a constaté que vous devrez construire en principe 12 stades et 8 morgues. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Alors, que pensez-vous? Bon, ce sont des affirmations. Des affirmations, je peux dire, qui sont gratuites. Parce que ça ne repose pas sur des preuves. Hein. Non. Alors, parlons de la crédibilité et de la fiabilité. Je vais vous faire une affirmation forte aujourd'hui. Aucun budget à travers toute la République, aucun budget des provinces n'est fiable ni crédible. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on construit, lorsqu'on élabore les budgets de la province, il y a une variable très importante qui vient de Kinshasa. La variable, c'est la rétrocession. Donc, quand on élabore les budgets, c'était ministre du budget ici. Quand vous élaborez les budgets, vous devez attendre que Kinshasa vous envoie ces montants-là pour vous dire que vous aurez 200 milliards de rétrocessions pour cette année. C'est alors que vous prenez cette variable et vous entrez, l'algorithme tourne maintenant. Sans cette variable, vous ne pouvez pas avancer. Alors cette variable-là représente en moyenne 60% des ressources des provinces. C'est que Kinshasa envoie. Alors les provinces prennent cet argent-là et au fait cette donnée, l'intègrent dans les prévisions, ils ont leur budget. Maintenant, dans l'exécution, sur 200 milliards, on vous donne 20 milliards l'an. Est-ce que le budget est crédible? Parce que la rétrocession, c'est une question générale. Toutes les provinces s'en plaignent. Donc, les budgets, suivez très bien, à la session budgétaire ici, quand l'Assemblée va voter ces budgets-là qui va voter sera un mort-né, comme tous les autres budgets dans toutes les assemblées, dans toutes les provinces. Parce que la rétrocession, en prévision, n'est pas ce que les provinces perçoivent en exécution. C'est cet écart-là qui détermine la fiabilité ou la crédibilité du budget. C'est une notion, c'est pas juste un mot français, c'est toute une notion qui a tout un sens. Ce sont les écarts entre ce que vous avez prévu et ce que vous avez en exécution, en recette comment, en dépenses. C'est ça la fiabilité ou la crédibilité du budget. Donc ça c'est de 1. Donc la notion déjà il faut la connaître. Mais la Cour des comptes, quand la Cour des comptes arrive pour la reddition des comptes, la Cour des comptes, la procédure est inquisitoriale. Ça veut dire quoi? La Cour des comptes cherche la faute. Elle cherche la faute. Il va vous dire non, votre budget n'est pas crédible. Mais on va lui dire, mais ce budget n'est pas crédible du fait qu'il y a une variable exogène qui ne dépend pas de nous, qui n'arrive pas. Mais on doit la comptabiliser, la variable, parce qu'on nous la transmet. On nous les transmet plutôt. On nous la transmet en prévision, mais les exécutions ne suivent pas. Pour eux, c'est un greffe d'insincérité. En fait, c'est ça. Mais tous les budgets de toutes les provinces ne sont pas sincères, ne sont pas fiables
Pourquoi? Parce que c'est variable. Ici, chez nous, la variable représente presque 70%. Des fois, on était là, on tablait que c'est 30% des recettes de la DGRKC. Alors, concernant les morgues, j'avais suivi moi aussi, il y avait une intervention sur ça. Il ne faut pas confondre crédit et trésorerie. Lorsqu'on prend les budgets, on dit que bon, on va construire 12 stades. C'est 20 millions de dollars. Il faut avoir ces 20 millions de dollars pour construire. Si vous n'avez pas les 20 millions de dollars, vous n'avez pas construit. Donc, ce sont des crédits, ce sont des dotations. C'est virtuel, ce n'est pas de l'argent. Si on arrive à la fin, vous n'avez pas construit, cela ne veut pas dire que vous avez décaissé. Parce que ces dépenses-là tombent en annulation. À la fin du mois d'octobre, 30 octobre, vous n'engagez plus. Ça tombe en annulation. S'il y a eu décaissement, ça veut dire quoi? Il y a eu un mouvement de trésorerie. S'il y a eu un mouvement de trésorerie, c'est que le trésor de la province a été débité. Alors, la personne qui pense que l'argent est sorti, c'est à elle de donner les preuves, parce que les banques sont là. Toutes les banques là où on avait logé sont là. Donc, on peut retracer, voir cet argent-là, on l'a donné aux entrepreneurs qui n'ont pas fait le travail, ou bien c'est parti dans les comptes de X ou Y. Tout est retraçable. Donc, ce sont des allégations qui relèvent de la fabulation, tout simplement. Merci, qu'on fait rapidement parce qu'il ne nous reste que 3 minutes pour jeter. Bon, pour finir, peut-être ma dernière question. Vous avez géré les finances de la province. Est-ce que votre successeur vous a déjà consulté? C'est vrai que vous êtes actuellement honorable, peut-être pour d'autres questions, parce que apparemment vous maîtrisez mieux la situation. Est-ce qu'on vous a déjà consulté pour une expertise ou un conseil? Bon, dire que je maîtrise mieux la situation, c'est trop fort. J'ai maîtrisé la situation quand j'étais ministre ici. Aujourd'hui, il travaille aussi dans un autre environnement que je ne maîtrise pas. Mais moi, je reste tout à fait ouvert. Hein. C'est la province, c'est notre province. On n'en a pas deux. Moi, je n'ai que ça comme province. Et il faut le savoir que je suis le président de ma position déjà au Sénat. Fait de moi quelqu'un qui est naturellement une personne ressource pour parler avec les différentes autorités. On est prêt, hein, pour autant qu'ils manifestent les besoins. On est là, on n'est pas des gens qui sont bornés. Hein. Donc on est là et s'il faut penser, parler sur des questions qui vont faire avancer la province, on est prêt. Prête comme personne ressource. Merci honorable, en tout cas nous sommes à la fin et merci pour votre disponibilité malgré votre agenda chargé. Merci également à mes confrères, je rappelle à ma droite Pacifique Mwanda, rédacteur en chef à Ecopolis, ex-Mabanière. À ma gauche, Madame Rebecca Ntumba, directrice générale des Infopolis. Et à l'extrême gauche, Rigen Tiese, directeur général également des Congo Média. Merci à l'équipe technique chapeautée par l'ingénieur Debrin Mazela et puis notre ami Guy. Et veuillez suivre cette émission dans les différentes chaînes locales ainsi que nos plateformes. Au revoir.